Bon, là faut retourner en 2014, c'est ça? Aurait vraiment beaucoup travaillé. Et ensuite il y a la deuxième qui est très bâclée. Petit point sur la musique qui je trouve n'a pas forcément... Première vidéo où ce que je suis là en vrai, c'est bizarre, je sais pas quoi faire de mes mains, voilà. Bon ben, je fais cette vidéo simplement pour dire que je vais faire une deuxième chaîne YouTube. Non, ce n'est pas pour me la raconter, parce qu'on t'a... Oh non, je suis mort. Non. Ouh, et finale zone déjà, mesdames et messieurs. On est en octobre 2014 et je consomme énormément de contenu YouTube. Ça me fait simplement kiffer et là je me dis, pourquoi pas moi en fait? Et pourquoi ce serait pas à mon tour de faire kiffer les autres comme les autres me font kiffer quoi. Ça semble un petit peu nunuche ou une réponse de Miss, mais voilà, un de mes rêves ce serait de pouvoir faire rêver. C'est d'ailleurs pour ça que je veux faire du cinéma. C'est toujours été la création, des jeux, avec des jouets. J'en ai eu plein, j'ai toujours eu plein de jouets et merci aux membres de ma famille. Hein. J'ai un amour pour ça. J'ai toujours adoré les jouets parce que on peut tout faire avec des jouets. John Cena pouvait devenir un guerrier de l'espace, Sangoku pouvait devenir un catcheur, pouvait tout faire. Mais attention. Ce n'était pas des simples jeux d'enfants, ok? C'était pas juste on jouait avec des jouets, non. On était pire production les gars. Hein. On faisait des productions, on faisait des films, on faisait des séries, c'était très sérieux, ok? Et justement, à l'époque, ma sœur et moi faisions une série, hein, nous produisions une série qui s'appelait Academy. Et en fait, le principe était simple, c'était réunir tous les personnages de Nickelodeon. Enfin, tous les personnages qu'on aimait bien de Nickelodeon, la plupart, qui viennent ici, Big Time Rush, Victorious, etc. On les réunissait en un endroit qui s'appelait simplement l'Académie et ils vivaient leur petit truc. C'est juste un big crossover, le Avengers de Nickelodeon. Et qui dit série, dit générique. Du coup, j'ai fait un générique et je l'ai upload sur YouTube. Seulement, dans la même journée, je l'ai supprimé, genre peut-être une heure après, je sais pas. J'ai eu un petit peu honte en fait, je sais pas. J'ai dit waouh, attends, je suis juste en train de jouer avec mes jouets et je suis en train d'uploader, etc. sur YouTube, tout le monde peut le voir, c'était quand même très stressant, donc je me suis dit non, je vais peut-être finalement supprimer ce truc. Et dans la même journée, j'ai sorti une autre vidéo, c'est la musique du catcheur Dean Ambrose, et c'est ce qui a lancé ma carrière sur YouTube, quoi. Mais ouais, j'en avais un peu honte, même si au final je pense qu'avec ma personnalité, c'est logique que j'ai une chaîne YouTube, enfin je trouve pas ça... Enfin je trouve que personne ne devrait être surpris quoi. Depuis que je le connais, Joe a toujours été intéressé par les films, les séries, tout ça. Il en a toujours beaucoup parlé et je pense que suite à ça, les vidéos YouTube, ça reste du contenu filmographique. Jordan a toujours eu une personnalité très dynamique. D'ailleurs, il créait vraiment beaucoup de choses, il était toujours à proposer des idées, donc ça ne m'étonne pas de lui qu'il ait fait une chaîne YouTube qui lui permet de faire ce qu'il a envie. Ça aurait pas été logique, ça aurait pas été possible que Jordan ne fasse pas de chaîne YouTube. En fait, c'était écrit dans les livres d'histoire en fait. Jordan a toujours eu une personnalité très à parler, à donner des infos, à communiquer avec les gens, etc. Donc oui, ça paraît assez logique. Ah moi je dirais que c'est logique. C'est logique d'avoir une chaîne YouTube quand on s'appelle Jordan et qu'on est Jordan. Je sais pas, c'est en lui quoi, c'est Jordan. C'est avoir une chaîne YouTube, c'est partager des choses, c'est rigoler sur des choses, c'est Jordan quoi. Est-ce que le mot jaloux peut le définir? Ah non, je pense absolument pas. Jordan, c'est vraiment pas quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui se fait par lui-même et vraiment, je pense qu'il n'a jamais été jaloux de quoi que ce soit. Moi, je l'ai jamais connu jaloux. Maintenant, je suppose qu'il a sûrement été envieux de certaines choses par rapport à certaines personnes, comme un petit peu tout le monde, mais je le caractériserais pas de jaloux. Pas du tout. Je ne pense pas qu'il soit jaloux. Ah, je pense que jaloux, ça serait le pire mot pour le définir. Non, pas du tout. Le mot jaloux, je pense que Jordan n'est pas du tout quelqu'un de jaloux. Donc non, je ne pense pas, non.
Ok, très bien. Est-ce que tu sais que j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que je savais bien que t'en avais une et j'étais jaloux de toi? Monster D. Je suis extrêmement jaloux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a lancé ma chaîne YouTube en fait, au final. J'ai appris que ma petite sœur faisait des vidéos sur YouTube. Et, elle uploadait ses parties avec ses poupées. Et c'était vraiment super innocent, quoi. C'était l'innocence à l'état pur, quoi. Mais j'en étais jaloux. Ça s'appelait Monster D, Monster pour Monster High et D pour Dior, parce que c'est le nom de notre chien. Et mais ouais, j'étais jaloux de ça. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, c'est comment ma petite sœur pourrait me dépasser dans deux catégories que j'affectionne. Parce que non seulement c'est YouTube, mais en plus de ça, c'est le fait de créer des séries. C'était ces jeux, ces poupées, c'était techniquement des scénarios, de la fiction. Elle me dépassait dans deux catégories, quoi. C'est horrible. Mais YouTube, c'est le pire truc. C'est le pire truc à avoir quand t'es jaloux, en fait. Parce que tu ressens ça en permanence. T'es jaloux de celui qui fait mieux. Parce que tu l'envies. T'as envie d'avoir une qualité aussi propre que la sienne. T'as envie d'avoir autant de budget que lui. Mais aussi t'as envie celui qui fait moins bien que toi. Tu peux te dire, waouh, lui vraiment il fait vraiment de la merde. Et pourtant il fait 100 fois plus de vues que moi. T'es jaloux de toi-même. T'es jaloux de toi-même parce que c'est des réflexions que t'as avec toi-même en fait. Une vidéo que tu travailles pas. Il n'y a pas de texte, c'est pas écrit, il n'y a pas de montage, le son est pourri, il y a plein de défauts que tu remarques partout. Et pourtant, ça va fonctionner. Pourtant, ça va fonctionner. Et des vidéos dans lesquelles tu transpires, tu travailles pendant des heures, tu fais du bon montage, etc. Et ça fonctionne pas, quoi. C'est ce que j'appelle les vidéos fast-food. Elles sont simples à faire et elles ramènent beaucoup. Bah typiquement les vidéos Koh-Lanta, quoi. S'il pense que ces vidéos sont bâclées, je ne pense pas, parce qu'il prend quand même beaucoup de temps à les réaliser. Il y a toujours un avant, pendant et après. Moi je pense qu'il n'est pas insatisfait de ces vidéos, même quand elles ne sont pas les meilleures. Je pense qu'il est quand même satisfait de ce qu'il a fait, parce qu'il sait qu'il y a du travail derrière. Et c'est un perfectionniste forcément, parce qu'il aime le travail bien fait, mais je ne pense pas qu'il soit mécontent de ses vidéos et qu'il les bâcle. Même quand elles ne sont pas forcément bonnes, je pense qu'il sait qu'il s'est investi, et si ça marche pas, tant pis. Hein. Ça dépend des projets. Parfois, c'est genre il en a marre, il a envie de bâcler le truc. Et parfois, même souvent, très souvent, c'est du perfectionnisme et qui lui demande parfois beaucoup d'énergie. Et parfois, ça le force à abandonner des projets parce qu'il devient tellement perfectionniste. Je dirais que les deux peuvent apparaître dans ces vidéos. Il y a certains points où c'est plus bâclé, il s'en foutra plus rapidement que, par exemple, il aura un scénario plus travaillé qu'un décor bien fini. Du coup, on pourrait dire que le décor bien fini est plus bâclé alors qu'il travaillera beaucoup sur le côté scénaristique. Il a tellement d'énergie qu'il n'a pas d'idée. Et après, c'est en y pensant, en faisant les idées qu'il se rend compte qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Où je peux mettre le perfectionnisme et où ça va être très compliqué d'avoir un truc propre parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'est pas encore à ce stade de production. Voilà. Bref, après avoir upload ma première vidéo, j'ai cette envie, cette adrénaline de continuer, tu vois, j'ai ce besoin, quoi. Genre, c'était trop bien, juste le fait de me dire qu'une idée qui était dans mon esprit est passée par un logiciel de montage et qui est maintenant en ligne et que n'importe qui puisse la voir, c'était simplement révolutionnaire pour moi. Et c'était vraiment trop bien, j'avais envie d'upload tous les jours, tout et n'importe quoi. Donc je fais ça sur tout ce que j'aime, les films, les séries, le catch. Comme quoi en 10 ans on n'évolue pas, quoi. Je ne gagne pas mon premier abonné avant mai. Vous imaginez, j'ai fait ça de octobre 2014 à mai 2015 avec 0 abonnés, quoi. Et ce que je trouve
vraiment beau, symbolique, c'est que j'ai repris ma chaîne sérieusement en octobre 2023 et j'ai atteint les 1000 abonnés en mai 2024. Donc vraiment la même période de temps, c'est vraiment trop cool quoi. Mais bon, en même temps à l'époque j'ai 12 ans, je sais pas trop quoi faire parce que ouais, j'ai quelques petites idées mais bon, j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, je maîtrise pas le montage, j'ai pas un PC hyper puissant, j'ai rien quoi, j'en parle vite fait avec des potes mais sans plus parce qu'à l'époque j'en avais vraiment honte. Donc ce que je me dis c'est que je prends des vidéos brutes d'internet et je les change un petit peu et je les upload. C'est globalement ce que je faisais avec les génériques de séries, Anubis, Drake et Josh, les BioTeens. Je prenais les musiques de séries et je faisais x0,25 et hop, j'uploadais. Et vous savez quoi? Ça faisait des vues de fou. Enfin, très rapidement ça a commencé à me saouler, j'avais envie de proposer un vrai truc de moi-même quoi, parce que c'est très drôle de faire un x0,25 ou x0,5 de générique de série, mais à un moment donné t'as envie de proposer un truc toi-même. Et à l'époque, je regardais beaucoup What the Cut d'Antoine Daniel. Et je me suis dit, au final, ce qu'il fait c'est assez accessible. Il prend 3 vidéos populaires d'internet et il les décortique. Je peux clairement faire la même chose sans forcément les décortiquer, mais dans ce cas-là, je dois prendre des vidéos qui sont assez explicites pour ne pas devoir les décortiquer. Et ouais, j'étais déjà un mastermind à l'époque, mon gars. Mais ouais, du coup, je suis parti là-dessus. Je me suis dit, ok, je vais prendre plusieurs moments. Genre là, peut-être un moment de chute. Là, un moment avec plein de chats, ça s'appellera moment chat. Là, des chansons un petit peu what the fuck, ça s'appellera moment chanson. Plusieurs moments regroupés. Et en plus de ça, on va passer un super moment. Ça s'appelle donc super moment. Aussi simple que ça, quoi. Et ça y est quoi, enfin le monde va pouvoir kiffer avec ce que je fais. Enfin le monde, les gens que je connais pas. Non, le fait que quelqu'un que je connaisse sache que j'ai une chaîne YouTube, c'était presque impossible pour moi quoi. C'est un truc sur lequel il a travaillé. Je pense au début il en avait honte, un peu comme tout le monde. C'est très dur de commencer sur YouTube parce que on est exposé, on se livre. Et donc on peut s'attendre à des réactions. Et les commentaires ils sont ouverts. Et même dans la vie de tous les jours, on peut les désigner comme le youtubeur, c'est pas souvent bien vu. Et petit à petit, le fait de se professionnaliser, il s'est senti plus légitime d'être sur YouTube. Et il en a décidé maintenant de vraiment se donner à fond et de se lancer l'objectif de en faire son métier. Et c'est bien parti. Je me souviens d'une vidéo où il disait que il n'était pas fier des vidéos qu'il était en train de faire parce qu'il considérait que elles n'étaient pas assez bien montées, pas assez bien écrites et que du coup il préférait ne pas les sortir quoi. Donc je pense qu'il va avoir honte si ce qu'il fait le tient vraiment à cœur. Non, pas du tout. Ça je pense pas du tout. Je pense que la honte et lui ça fait vraiment deux. Son rapport au travail. Alors, je pense qu'il c'est pas quelqu'un de scolaire entre guillemets. Je pense qu'il a du mal à rentrer dans les normes qu'on attend de lui dans le côté scolaire. En fait, Jordan, quelqu'un de très minutieux, mais il aime bien travailler à sa façon. Ça veut dire qu'il a des sortes de planning un peu, on va dire, bizarres quand tu connais pas trop la stratégie derrière. Mais il a besoin de se mettre des défis, souvent, pour travailler. Quand il veut, c'est quelqu'un de très motivé, donc s'il veut travailler, il le fera. Mais après, je dirais que
il est des fois pas très avenant à travailler, enfin il est un peu lazy comme on dit. Il a beaucoup d'idées et c'est un bon truc et parfois il n'arrive pas toujours à les réaliser. Donc parfois il met des petits posts comme ça en communauté où il dit bon les gars je vais vous sortir ça. Sur les 5 trucs qu'il propose, il n'y a qu'un truc qui sort. Jordan a toujours beaucoup bossé, enfin sur ce qui l'intéressait, et il a rarement remis à plus tard. Mais en général, quand il prévoit de faire quelque chose, bah, il le fait jusqu'au bout. Qu'il est bon dans ce qu'il a envie de faire, mais si ce qu'il fait ne l'intéresse pas et c'est pas quelque chose qui lui donne du sens, il va se contenter du minimum, quoi. Il agit comment quand on regarde ses vidéos avec lui? Bah, il est plutôt fier, je pense. Maintenant, quand il a un peu foiré, il est un peu gêné. Donc, il en rigole. Très très fort des fois, mais autrement, je pense qu'il est plutôt fier de ses vidéos. Rigole beaucoup. Il aime quand même partager ce qu'il... En fait, avec les amis, ça, il adore. Il adore avoir les avis. Ça, il trouve ça très constructif et il n'a pas peur. Justement, il a envie des avis. Il a envie qu'on soit cash avec lui. Quand il montre quelque chose à un de ses amis, il veut que son ami lui dise vraiment ce qu'il pense. Il attend beaucoup les réactions pour voir un petit peu ce que ça suscite chez nous, voir ce qui marche pas. Il est très analytique sur la personne qui regarde, justement pour essayer de déceler un petit peu ce qui va pas. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Quand on regarde ses vidéos, je pense qu'il y a un peu plus de fierté que de honte, voire pas de honte, car il est toujours là, limite nous spoil ce qui va se passer en disant « Ah, tu vas voir ce qui se passe là et ce qui se passe là ». Mais je vois rarement rire jaune sur ses créations. Je pense qu'il est plutôt timide sur le résultat de sa vidéo. En fait, à mon avis, il met tellement du sien et tellement de cœur à ce qu'il fait qu'il a envie que ça plaise. Donc le fait d'être à côté, de voir nos réactions en direct, etc., ça peut le rendre mal à l'aise. Et je comprends totalement, je pense qu'il a la même chose au final. Manolis, Liam, vous êtes tous les deux très forts. En fait, j'ai toujours eu ce ressenti bizarre avec mon travail. Ce ressenti en fait qu'il était juste mauvais, quoi, à chaque fois. Non, mais c'est bizarre un petit peu dans tous les domaines, mais surtout dans les vidéos, et Manolis l'a très bien compris, c'est simplement parce que j'y mets énormément de moi, de temps, d'énergie, et je me dis, si au final, tout ça, ça servait à rien en fait. Je me dis, imagine, il y a juste quelqu'un qui arrive, quelqu'un que je connais, qui me dit « Ouais, écoute, c'est bon, ça c'est de la merde, ça sert à rien ce que tu fais, c'est simplement de la merde, quoi. » Genre, c'est au mieux pas assez. Ça me détruirait, quoi. Je peux faire la meilleure vidéo au monde, je vais être gêné parce qu'il y a un mini trou dans le t-shirt, quoi. Et d'ailleurs, je le pointerai du doigt. Je dirais, regarde, il y a un trou dans le t-shirt, la vidéo elle est trop nulle. Ça, c'est un truc vraiment que j'ai fait. En fait, c'est même pas que je pourrais faire, c'est que j'ai fait. Et d'ailleurs, Liam dit que je spoil, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec de l'excitation. C'est pas parce que j'ai hâte de te montrer des trucs, etc. C'est parce que j'ai envie moi-même de te montrer les défauts. Parce que je me dis, ok, si c'est moi qui te montre les défauts, bah, c'est pas toi qui les remarque. Et donc, c'est pas toi que ça a dérangé, quoi. Donc, c'est moi qui t'amène le défaut, comme ça, j'entends pas ta critique. C'est pas bien, c'est pas ouf, mais je le fais inconsciemment. Il y a bien une personne avec qui je n'ai jamais eu honte. La seule personne qui a vu les 9 premières années en direct, c'est Alessio. Je sais pas si j'étais le premier à qui il l'a montré. En tout cas, je sais que j'ai dû être dans les premiers. J'ai réagi, j'étais extrêmement content. Même, j'irais un peu envieux en vrai. Surtout à l'époque où j'aurais aimé aussi avoir ma petite chaîne et tout. Mais j'étais très très content pour lui. Et je le supportais à fond. Dès que je parlais à des gens, que j'avais moyen de glisser son nom, je faisais de la promo partout. Vraiment, j'ai regardé ses vidéos tout le temps et tout. J'étais vraiment très très content pour lui. Est-ce que je me sentais privilégié? Oui, bien sûr. Je vais être très très clair. Oui, bien sûr, je me sentais privilégié. Et j'en étais même très fier. Ouais, c'était vraiment une très chouette expérience. C'était chaque fois que je regardais ses vidéos en avant, je me disais c'est cool, c'est qu'il me fait confiance. J'étais le must des privilégiés. Oui. Là, À partir du moment où j'ai déplacé la date d'une vidéo parce que sérieux?
Ouah. Je m'en rappelle pas. Je l'avais déjà montré. Je me rappelle plus de ça. J'ai dépassé la date alors que je l'avais déjà montré. Et oui, en effet, j'ai sorti 2 bandes annonces pour Super Moment. Un qui annonçait le projet et un qui donnait la date du premier épisode. Donc ça y est, c'est annoncé en grande pompe. Le mercredi 13 janvier 2016 sortira Super Moment. Sauf que le dimanche 10 janvier, j'allais chez Alessio et je me suis dit, bah, vous savez quoi, je vais sortir une nouvelle bande-annonce. Je vais dire, finalement, ça sortira le 10 janvier. Tout ça pour que ça sorte à temps pour quand je serai chez Alessio, quoi. Parce que, ce qu'il y a vraiment de con dans cette histoire, c'est que je lui avais déjà montré en avance, il y a bien un mois avant ça, et je lui avais très certainement montré déjà l'épisode 2 même. Mais, je sais pas, juste la hype de me dire, waouh, là je vais sortir un truc que je fais moi-même, et vraiment, genre ce sera sorti, j'irai chez toi, ce sera sorti, ce sera en ligne, ce sera accessible à tous, et d'ailleurs on pourra même le regarder, mais depuis ton téléphone. Et ça, c'est ce que j'ai toujours trouvé ouf, quoi. Ouais, son avis compte extrêmement beaucoup pour moi. En même temps, on s'est rencontrés à l'âge de 6 ans, on a grandi ensemble, on a tout fait, on a évolué ensemble, quoi. Il a passé des jours chez moi, j'ai passé des jours chez lui. Je pense que si on accumule tout, ça fait des mois, quoi. C'est fou, on est de grands enfants aussi. Ouais, on est de grands enfants avec énormément de création, beaucoup d'imagination et on a énormément joué, on a énormément fait de films aussi. Voilà, chez Pierre Productions. Mais non, il a été super important aussi pour mon imagination, pour la création. C'est grâce à lui que j'ai pu développer tout ça. Je sais pas, peut-être que dans un monde où on se perd de vue, peut-être en secondaire ou quoi, on joue pas, parce que sans lui j'aurais pas eu de personne avec qui vraiment jouer, avec qui développer mon imaginaire, et peut-être même développer mon imaginaire, ma création pour YouTube. Peut-être sans Alessio, j'aurais simplement pas cette chaîne YouTube, je serais simplement pas la même personne. Je suis on ne peut plus d'accord sur le fait qu'il a un esprit créatif, même très créatif, peut-être voire trop des fois. Il est capable vraiment de sortir des choses auxquelles personne n'aurait pensé. Et oui, c'est un grand génie, même si parfois il est même incompris. Mais oui, il a toujours eu ce peps, cet inattendu qui me fait beaucoup rire et qui me fait beaucoup imaginer aussi. À chaque fois qu'on faisait des jeux ensemble, il était une source d'inspiration énorme. Et ouais, c'est souvent avec ses idées qu'on arrivait à rebondir sur d'autres choses. Ouais, il avait toujours un truc en plus que personne n'avait pensé et qui sortait vraiment du lot. Je pense réellement que si je devais résumer notre relation, ce serait création. Parce que même s'il y a plein de choses, bien évidemment, il y a de l'amitié, il y a tout ce que tu veux, etc., il y a des barres de rire, mais création, en fait, ça a toujours été au milieu de tout. On a toujours créé, en fait. Que ce soit à travers des jouets, à travers des films, à travers des blagues, même juste des blagues qu'on se faisait ensemble, il y avait un scénario élaboré, quoi. Non. Et je me demande même si création, c'est pas le mot que j'utiliserais pour me définir moi-même. Quel mot j'utiliserais pour le définir? Je dirais qu'il est vrai. C'est quelqu'un de vrai. Genre, quand on est avec lui, il est naturel, il est tout le temps lui-même. Il m'a jamais paru bizarre. Il m'a jamais paru faire quelque chose pour plaire aux autres ou quoi. Il a toujours été lui-même et voilà, c'est ce qui lui correspond le mieux, je pense. Aimable. Aimable. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là pour aider les gens, toujours très souriant, jamais vraiment à se plaindre. Voilà. À chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il était présent, il était très investi et j'ai toujours pu compter sur lui. Franchement, le mot le mieux, c'est taré. Are you ready? Pourquoi? Parce que c'est clairement un fou. Oh, j'ai sauté dans le lit, je vais exploser! No fucking way! My God! There's no poor thing in the pâté of Charleroi! What the fuck, bro? Oh!
Quoi? Moi j'en ferme ma gueule! Moi j'en ferme ma gueule! Tu veux que je te défonce la gueule? Tu veux que je te défonce? J'arrive! Tu veux te battre en pur? Je suis en train de tomber dans le lit! Il propose des trucs à chaque fois de dingue, il fait pas dans la simplicité, toujours dans la démesure, et c'en est incroyable. D'où la créativité, on en revient, il s'arrête pas. Folie des vendeurs. En ces 3 mots, ben, j'aime bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est un peu fou, déjà, donc folie, je trouve que c'est pas mal pour le définir. Et des vendeurs parce que c'est un rêveur. Clown. Je pense que vraiment c'est un clown depuis qu'il est petit. Il adore faire rire les gens et il est très expressif, même s'il n'a pas l'air comme ça, il est très expressif. Il adore danser, il adore faire le clown. Enfin, encore hier, on était dans la cuisine, en train de faire à manger, il s'est mis à danser sans musique, sans rien, donc voilà, il fait ça tout le temps. Drôle. Parce qu'il a un naturel charmant, un naturel rigolo. Et en fait, quand tu le vois, juste ça bouille. Il a pas besoin de faire un truc, tu vois, t'as envie de rigoler, t'as envie de te marrer avec lui. Et pour ça, très vite, j'ai été attiré par sa personnalité, par son aura qui dégageait. Et du coup, c'est comme ça qu'on est devenus potes en fait. C'est parce que c'est un mec rigolo à la base, quoi. Alors une anecdote, c'est en fait moi mes vidéos préférées du monde de Joe, donc la chaîne sur laquelle ce documentaire se trouve, et les making of, tout ce qui touche plus à la personne de Jordan, c'est ce qui me fait, parce que là c'est là où il y a le plus de liberté en termes de rigolade, et qui va le plus loin dans son potentiel comique. Et donc c'est là que quand il me fait par exemple dans le vlog de la WWE à Forêt, hein, il nous a fait des petits non, moi les vlogs, hein, moi j'ai pas commencé à vous filmer le train et tout, moi c'est directement au moment même. Et puis aussi genre quand il a filmé sa voix qui était complètement cassée petit à petit et se régénérer de jour en jour, j'ai bien aimé cette petite spontanéité, c'est ça vraiment que j'aime, cette spontanéité qui est burlesque en même temps et très drôle en fait, donc voilà. Je suis sûr que tout le monde dirait créatif. Bref, Super Moment sort en janvier et j'ai donc l'ambition de faire un Super Moment par mois. Donc Super Moment 1 sort en janvier, le 2 sort en février, le 3 sort en mars, le 4 sort en juin. Ouais bon, c'est difficile de faire une vidéo par mois, c'est bon. Et surtout que la période entre mars et juin est super importante. Pourquoi? Simplement parce que j'ai un micro maintenant. Bon, en vrai, j'utilise juste le vieux téléphone pourri de ma grand-mère. Hein. Mais j'ai également mon propre PC. Fini l'ordi familial, j'ai mon PC portable que je vais pouvoir ramener dans ma chambre, je vais pouvoir faire des montages, etc. Travailler sur des vidéos. Full 100% moi-même sur le PC, pendant la nuit, quand je veux. C'est finito les textes mal orthographiés. Maintenant, on va entendre ma voix et vous aurez bien le temps de tout comprendre. Bon ben voilà, je me présente, c'est maintenant moi qui vais présenter l'émission au lieu que ce soit par écrit. Maintenant vous aurez bien le temps de tout comprendre. Ouais, on revient de loin, ouais. Mais bon, je vais pouvoir faire des vidéos gaming. Près du départ. Donc on joue donc Squeezie qui est un youtubeur que vous ne connaissez pas. Il joue à des jeux et franchement, allez voir. Enfin, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas. Voilà, et donc, je dois tout recommencer. C'est sympa, hein. Ouais, je reviens de loin, ouais. Et là, tout s'enchaîne. Je fais Super Moment 5. Je fais des vidéos spéciales Noël. On passe les 2 ans, du coup. Et je passe le cap symbolique des 100 abonnés. Comment autant de gens ont pu s'abonner à une chaîne aussi merdique? Et justement, c'est la réflexion que j'avais vraiment à l'époque. Et donc à l'époque, je me remettais sans cesse en question en fait. J'essayais de plus en plus de nouveaux concepts dans le but qu'ils fonctionnent, même si j'y mettais pas trop de volonté, je voulais juste qu'ils fonctionnent. Je fais des vidéos théorie, mais bon, j'ai pas le bagage pour faire des théories. L'info 100% catch, faut être régulier, des tops. Je sais pas comment justifier ça, mais bon, des tops, c'est pas ouf. Les previews et reviews Walking Dead, encore une fois, faut être irrégulier. Et j'avais pas le bagage, des vidéos sur Koh-Lanta, bref, ma chaîne actuelle, mais avec zéro qualité quoi. Mais surtout les remixes. Et vous savez quoi? J'allais les chercher sur YouTube, je les téléchargeais, je faisais juste vite fait une petite image et je mettais la musique sur l'image et hop, c'était uploadé. La plus grosse fraude au monde.
Bref, on se cherche en 2017, on se cherche. J'ouvre une seconde chaîne avec beaucoup d'ambition, créer une chaîne télé. Aucune vanne, je vais faire ma chaîne télé, c'est-à-dire que je vais avoir un flux en direct en permanence, je vais avoir des films, des séries, je vais y mettre des pubs. Et je me souviens que le premier film que je comptais upload comme ça, c'était normalement chaque mercredi un petit film. Et après, j'avais pour but de faire un truc en direct. Et bah, le labyrinthe, c'était le tout premier film. Et je me souviens, hein, je l'avais upload 2-3 gigas comme ça sur mon logiciel de montage tout pourri à l'époque. Le truc ramait comme pas possible. J'ai cut à 4-5 reprises. J'ai mis des pubs que je suis allé chercher sur YouTube, des petites pubs, j'ai fait quoi, 5-6 minutes de pub à chaque fois. Et genre c'était quoi, c'était des pubs Petit Filou, des pubs Miel Pops. C'était des vraies pubs quoi, je voulais vraiment faire une chaîne putain de télé. Évidemment la vidéo se fait dégager en 2-2. Donc voilà, j'arrive à un constat, j'aime créer, j'aime Super Moment, donc autant faire plus de fiction dans Super Moment. Donc entre chaque moment, je vais simplement introduire des personnages qui vont pouvoir évoluer. Donc il y a mon logo, c'était un dé bleu à l'époque, qui est ensuite devenu un personnage Paint. Il y avait son stagiaire qui était Dark Vador et le meilleur ami du stagiaire, François Hollande. Et donc plus les épisodes passent, plus il y avait de fiction en fait. Il y avait plus de fiction que de moments à la fin. Et c'est très drôle que cette émission qui était inspirée de What the Cut ait connu le même destin. Avec beaucoup moins de succès. Mais avoir fait de la fiction comme ça dans Super Moment, ça me redonne un petit peu du pep, ça me redonne l'envie. Et donc je me dis, je vais faire une série animée parce que je découvre un site où on peut faire des petites animations comme ça. Et il y a un essai gratuit de 14 jours. Donc je me dis, ok, on y va quoi. Et donc en 14 jours, j'ai pondu 13 épisodes. Les gars, c'est énorme. C'est énorme. 13 épisodes en 14 jours, c'est quasiment un épisode par jour. Un épisode à écrire, animer et doubler. Après oui, doubler parce que en fait, c'était un site où c'était un text-to-speech. C'est-à-dire, tu tapais ton petit texte. Et il y avait une voix un petit peu IA qui parlait, et tu choisissais un petit peu la voix que tu voulais. Il y avait full bug parce que l'animation, évidemment, je découvrais le site. Et donc j'ai décidé d'incorporer ça dans le lore. Par exemple, à un moment donné, il y a une poubelle, je pense, qui s'envole. Et je voulais pas faire en sorte qu'elle s'envole. Mais je me suis dit, tu sais quoi, j'ai qu'à le garder, je vais dire que c'est un truc what the fuck. Et donc c'est pour ça, plus les épisodes passaient, plus je faisais exprès de faire s'envoler des objets en arrière-plan. Et non, ça me faisait juste trop rire de faire ça, quoi. C'était vraiment trop drôle. Mais la plupart des textes étaient en impro en plus de ça, hein. C'était un impro H24 évidemment, 13 épisodes. Moi j'ai vraiment vu 14 jours, j'ai fait je m'inscris maintenant. Et puis bah après j'étais en mode ok, j'ai 14 jours pour faire un nombre d'épisodes. Donc voilà, j'ai fait ça full en impro et c'était vraiment trop fun. Maintenant c'est vrai que j'ai repris des textes un petit peu que j'avais en cours. Parce que ça c'est vraiment le grand kiff que j'avais. J'ai réutilisé des petits textes parce qu'il y a certains épisodes où il y avait une vraie morale. Tu n'es pas un homme. Mais ouf, attends, il y avait 7 journalistes dans le bar qui va dire que je suis gay. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est les infos. Suicide d'une star du foot, car il n'acceptait pas son homosexualité. Et maintenant interview avec le sosie de Barack Obama. La première fois que l'on m'a dit ça. Mais comment vous êtes devenu ça? Après avoir vendu l'épée, je me suis payé une villa. Ensuite je suis devenu le PDG d'une société. Et dire que je ne suis jamais allé à l'école. Après ça je me suis rendu compte que la roue pouvait tourner. Si vous êtes riche, ce n'est peut-être pas pour toujours. Et si vous êtes pauvre non plus. C'est donc une grande valeur de la vie. Non, je déconne, je vais aller voler une épée en platine pour la vendre, car ça c'est l'être humain. Pourquoi le métro de derrière passe tout le temps et jamais le mien? T'as une couille qui dépasse. Et j'ai réutilisé des textes en fait que j'avais déjà utilisés en cours de français par-ci par-là. Et à chaque fois c'était vraiment juste trop drôle quoi. En fait, à chaque fois, c'était la même configuration. On avait un petit texte à faire et tout. Et les profs étaient en mode « Bon d'accord, on va lire, etc. » Et à chaque fois qu'ils arrivaient à mon truc, bah, ils le lisaient à voix haute alors qu'ils le lisaient pour personne d'autre. Ou alors, ils me faisaient, moi, venir au tableau pour le lire alors que c'était pas le cas pour les autres. Mais en vrai, c'était vraiment trop bien. Moi, je me souviens, notamment, il y a un épisode qui est là-dessus.
quand j'étais en 5e ou 6e primaire, on devait faire un petit texte sur une catastrophe. Sur vraiment une bêtise qu'on aurait fait sur une catastrophe. Sauf que moi, je fais pas de bêtises. J'ai pas fait énormément de bêtises dans ma vie. Donc, ce qui m'évoquait catastrophe, c'était surtout 2012. Genre les films vraiment catastrophes, quoi. Donc, je me suis dit, ok, je vais inventer un truc. Et la conclusion, c'est à ce moment-là, je me suis réveillé. Donc, la catastrophe que je vais te raconter, c'était un rêve. Mais au moins, je te raconte un truc. Et c'est pas juste, j'ai jamais fait de conneries. Donc, j'ai décidé de faire ça. Et donc, c'est vraiment parti en couille et tout. Et je me souviens, la prof m'avait fait lire au tableau. Et ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Parce que, évidemment, quand je disais le truc, parfois je rigolais un petit peu. Et la prof disait, ah, il rigole à ses blagues, un petit peu comme Gad Elmaleh, c'est un futur humoriste, etc. Et ça me faisait trop rire. Et surtout, la satisfaction ultime, c'est une fois que c'était fini, et que c'était l'heure de la récréation, les autres élèves étaient venus me voir pour que je leur raconte l'histoire. Et cette histoire, j'ai dû la raconter 5-6 fois à des élèves, quoi. Et c'était trop gratifiant, et c'est pour ça que je vis, quoi. C'était vraiment trop bien, c'est le bonheur. Avoir la chance d'être à l'origine du rire du rire de quelqu'un, c'est le bonheur ultime, quoi. Il fait souvent rire, c'est souvent le comique de la bande, mais dire que c'est un clown, non, ce serait un peu péjoratif, je trouve. Il a quand même des choses plus intéressantes à donner que le clown, quoi. Il a toujours été comme ça, c'est pas... Enfin, objectivement parlant, et quand il est dans une pièce, c'est pour faire rire les gens, etc. Et c'est vraiment le mec dans le groupe qui essaye de faire rire les gens, et genre il kiffe, il fait ça de sa soirée, quoi. Et donc oui, c'est un peu le bouffon du roi. Jordan, c'est le pitre de service, mais en fait ça dépend il est très juste. Donc il arrive bien à sentir la sensibilité des gens et savoir quand il peut faire des vannes sur un sujet et quand il ne peut pas. Donc ça c'est très très fort, ça. Il le fait pas par métier, il le fait par plaisir. Un clown, il le fait parce que c'est son métier, mais lui, il le fait parce qu'il aime le faire. Mais il le fait bien, attention, il le fait très bien. Et c'est ça l'importance. Et surtout, il fait pas que ça. Il a la bonne répartie aussi. Ça veut dire que il est très à l'écoute. Donc quand tu fais une vanne, il pourra renchérir cette vanne avec une blague encore plus grandiose qui te fera encore plus rire. Voilà. Bah oui, comme j'ai répondu tout à l'heure à la question, à ce qui définirait le mieux Jordan, c'est le clown, c'est le pitre, c'est le clown. Maintenant, je pense que ça cache aussi une autre chose. Peut-être qu'il est timide au fond et que pour sortir de sa timidité, il fait le clown et le pitre. Mais en tous les cas, il fait rire tout le monde, ça c'est sûr. Et pourquoi il se met dans ce rôle de clown ? Ben, on pourrait croire que c'est parce qu'il a besoin d'amour, en fait. Je sais pas, ça, il faudra voir avec lui-même, mais en tout cas, qu'il continue comme ça, parce qu'on l'adore comme ça. Je ne pense pas que Jordan veut vraiment attirer l'attention. Je pense qu'il est comme ça naturellement. Je ne pense pas qu'il veut vraiment attirer l'attention sur lui. Je pense que l'attention est déjà attirée sur lui, depuis le début. Allez, dès qu'il est là, on le loupe pas, même s'il dit rien. Même quand il fait rien, c'est drôle. Donc c'est même pas qu'il essaie d'attirer l'attention, c'est que l'attention est braquée sur lui. J'ai toujours aimé faire le pitre. J'ai toujours aimé faire le pitre, être le centre de l'attention. Bien que ce ne soit pas recherché. C'était comme ça, quoi. Disons que j'aime faire implique recevoir de l'attention. Donc moi je faisais juste ce que j'aimais faire, c'est-à-dire faire marrer, faire le con, etc. Ce qui fait que je recevais de l'attention, mais je faisais pas ça pour l'attention, quoi. Enfin, je fais pas ça pour l'attention parce que je fais toujours le débile. Non mais en vrai j'en rigole, mais c'est plus facile d'être le débile de service. C'est plus facile d'être le gars qui te fait marrer plutôt qu'être le mec sérieux, quoi. On attend moins de choses de toi et on peut être moins déçu par toi. Et... à jouer le rigolo de service, tu surprends plus facilement les gens. Tu leur fais baisser leur garde, en fait. En tout cas, je préfère être sous-estimé, quoi. Est-ce que être vulnérable lui fait peur? Oui. Je pense que Jordan n'aime pas être vulnérable. Maintenant, je sais pas s'il en a peur, mais je pense que c'est quelqu'un qui a envie de montrer qu'il est capable et qu'il n'a pas de peur, entre guillemets. Jordan est taiseux par rapport à ses peurs, et donc je n'exprime pas vraiment ses peurs. Je pense intérieurement qu'il doit avoir peur de mal faire, mais maintenant je ne sais pas quelles sont ses peurs.
sa plus grande peur, ce serait de faire des vidéos et que les gens soient pas satisfaits et qu'ils se désabonnent petit à petit. Je pense que sa plus grande peur, c'est de pas réussir à faire ce qu'il aime vraiment et qu'il soit du coup obligé de faire quelque chose qu'il aime pas dans sa vie, quelque chose comme ça. Peut-être là, l'échec professionnel. En 2018, je suis en pleine saison 2 des Histoires Incroyables, donc mon dessin animé. Et je sors Super Moment 9, mais je me sens bloqué. Je m'étais fait du coup le personnage Pain, c'était vraiment dégueulasse. Mais j'en avais marre, j'avais envie d'être moi quoi. Pas faire de facecam c'est bien, mais ça te ferme énormément de portes. Et moi en fait là j'avais envie d'exploser ces portes quoi, j'avais envie d'y aller quoi. Et donc c'est pour ça qu'en octobre 2018 j'ai acheté une caméra sur Amazon. Eh bien salut à tous. Ça fait bizarre, attendez. Bienvenue dans cette première vidéo où ce que je suis là en vrai. Ça fait bizarre, je sais vraiment pas quoi faire de mes mains, pour bouger. Voilà. Alors j'avais un petit peu de stress parce que j'allais quand même m'exposer, mais bon, j'étais quand même content parce que j'allais pouvoir le faire. Et donc on se lance en 2019, on a la caméra, et c'est la dernière vraie année où je fais beaucoup de contenu, où je vais être hyper actif, on va dire, sur YouTube. Enfin du moins de la période Jordan Peer, vu que ma chaîne s'appelait Jordan Peer avant. Il y a la saison 3 des Histoires Incroyables, il y a Super Moment 9, maintenant je fais Fast News, un petit concept où juste je parle de l'actualité pop culture, un truc que j'ai toujours aimé faire et d'ailleurs que j'ai refait récemment et que j'adore faire en fait. Salut à toi fan de pop culture, voici notre petite vidéo hebdomadaire sur l'actualité. On ne perd pas de temps, bienvenue sur cette chaîne Elevation. Je suis Jordan et désormais je m'occuperai des news tout seul. Petit changement sur la chaîne, mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux à une personne plutôt qu'à 3. On en reparlera peut-être plus tard. Mais c'est vrai qu'après ça, j'ai commencé à ralentir. Ça s'explique fortement par l'envie d'essayer de faire mieux. J'ai pas la réponse précise, par contre je sais qu'à un moment il a eu plus de temps pour se consacrer à sa chaîne et je pense que ça a dû jouer énormément. Plus de temps, t'as plus de réflexion, plus de créativité et tu te lances plus à fond sur quelque chose. Il se sentait pas légitime. J'en avais marre de faire des vidéos YouTube depuis si longtemps avec aucune qualité en fait. Du moins avec si peu de qualité. On pouvait plus, j'en étais démotivé, en plus de ça, pourquoi se taper du montage, etc. C'était chiant pour qu'au final la vidéo sorte et elle soit même pas vue, donc au final il y a personne qui en profitait quoi. Moi j'étais frustré de pas pouvoir proposer mieux et personne ne regardait, donc pourquoi se buter à continuer quoi. Et en plus je me sentais pas hyper légitime. Moi qui étais un abdo belge qui parle de cinéma, quand je vois des critiques qui sont vraiment des critiques de cinéma qui s'expriment bien, qui savent de quoi ils parlent, et moi j'arriverais comme ça, pour qui je me prendrais quoi. C'est ce que je me disais à l'époque et c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est pour ça que je fais très peu de critiques, j'ai fait un petit peu de critiques de ciné sur ma chaîne et je sais pas, je me sens pas forcément légitime à faire des critiques ciné quoi. Mais bon, j'ai fini par faire mon comeback en octobre. Octobre c'est vraiment mon mois dans l'année. Hein. Enfin, j'ai débuté ma chaîne YouTube en octobre 2014, j'ai acheté ma caméra en octobre 2018, octobre 2023, retour de Jordan, le gros comeback, hein, on se met sérieux. Octobre 2024, bon déjà il y a ce projet qui est grandesque comparé aux autres, mais surtout octobre 2024, je débloque la monétisation octobre, les gars c'est mon mois. Après je dis ça, mais on a quand même beaucoup morflé aussi en octobre. C'est quoi l'événement qui l'a le plus affecté? Alors, je t'avoue, il y a un truc que j'ai envie de dire, mais... C'est open. Mais non, je trouve ça trop personnel. Je sais à quoi tu penses. Ouais, mais je vais pas le dire, du coup. Si on peut passer cette question, okay. C'est... le décès de sa grand-mère. C'est la mort de sa grand-mère. Ça n'a pas dû être une période facile pour lui du tout et je pense qu'on l'a quand même remarqué tous, pas tous ses amis du moins. La période de creux coïncide pas mal avec le décès de mamie. 2020 à 2023, peut-être plus 2022, mais
C'est une période où tout s'est enchaîné. Déjà, il y a eu le Covid. Donc le Covid nous est simplement tombé dessus. Et moi, j'étais en dernière année de secondaire à ce moment-là, donc j'allais être diplômé. Et donc j'ai commencé mes études supérieures en Covid. Et c'est à ce moment-là que ma grand-mère est tombée malade. Enfin, tombée malade, ça fait des années qu'elle était malade, mais c'est le moment où la maladie s'est aggravée. Je ne pouvais plus bouger et je devais m'occuper d'elle. Donc ce qui fait qu'au bout de 2 mois, j'ai arrêté de suivre les cours parce que c'était en distanciel, j'ai pas fait les meilleurs choix, etc. Et donc si tu rajoutes ça, c'était pas le plus grand fun, quoi. Donc ouais, je devais m'occuper d'elle, je devais la changer, etc. La mettre sur la chaise percée et tout. Et c'est pas quelque chose de fun, et c'est une situation qui a duré un peu plus d'1 an. La veille de son premier départ, oui, je dis premier parce que la situation était un petit peu spéciale. J'étais tout seul avec elle et elle allait vraiment pas bien, quoi. Et elle me suppliait de la tuer. Elle voulait mourir, quoi. Elle voulait que j'appelle le docteur pour l'euthanasier, etc. Et c'est ça la dernière image que j'ai d'elle. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour aller en cours. Et elle m'a juste dit merci pour tout. Et elle m'a laissé repartir. Elle m'a laissé partir prendre mon train. Et moi je suis parti direction Liège. Et voilà, quoi. Je devais passer la semaine chez ma mère à ce moment-là. Et je me souviendrai toujours de cet appel. Quand mon grand-père m'a appelé et m'a dit qu'elle s'était endormie parce qu'il fallait l'endormir. Après, elle n'était pas encore décédée, et c'est juste, là, ils étaient en période d'attente. On lui avait fait la piqûre et il fallait juste attendre qu'elle décède, quoi. Et ça a duré longtemps, cette situation. En fait, elle n'est pas partie avant un petit moment quand même, parce que normalement, une piqûre, on est censé s'en aller très rapidement. Et là, ça n'a pas été le cas. Elle qui faisait 25 kilos, quoi, n'importe qui d'humain, moi là, avec mes 120 kilos, une picouse, je dors dans la demi-heure. Elle a tenu plusieurs jours. Et donc mon grand-père m'a bien fait... Enfin, du moins j'ai eu l'impression de comprendre de sa part, pour me protéger, que si je revenais, ben en fait je devrais vivre dans le noir parce qu'il fallait absolument pas qu'elle se réveille. Donc que je devrais pas faire de bruit, vivre dans le noir, etc. Et donc il m'a fait comprendre pour mon bien que c'était mieux que je reste chez ma mère pour la semaine et que je revienne pas. Et finalement jeudi, on est quand même venu avec ma mère. Donc 2 jours après, on est venu. Et c'est là que du coup on l'a vu. Il fallait qu'on reparte. Il a fait un petit bisou et quelques heures après, elle est décédée. Donc voilà, j'aime bien me dire qu'en fait, elle voulait pas que je sois là au moment de la piqûre parce qu'elle aurait peut-être eu trop mal, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le cran d'aller jusqu'au bout. Donc elle voulait pas que je sois là. Mais son subconscient n'a pas voulu partir tant que je lui avais pas dit au revoir, quoi. Donc je suis venu et elle est décédée dans la nuit. C'est ce que j'aime me dire. Le pire, c'est que la dernière vidéo à ce moment-là que j'avais sortie, c'était une analyse sur le deuil dans Buffy. Un épisode où Buffy perd sa mère. C'est que sur ma chaîne, il n'y avait que cette miniature de cette vidéo qui était affichée, qui était mise en gros plan et qui était un écho assez macabre à ma propre situation. Parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevé, donc voilà, je venais de perdre la femme qui m'avait élevé et la personne que j'aimais le plus au monde et qui m'aimait le plus aussi.
Bon, arrêtez de chialer, la merde, on est là pour rigoler, nous, non? C'était la séquence émotion du documentaire. Maintenant, vous inquiétez pas, on va rigoler. Ne quittez pas la salle, ok? Voilà, on peut parler de quoi? On peut parler du pire show. Voilà, je vous en avais pas parlé du pire show. Maintenant, le pire show, c'est autre chose, c'est plus un talk show, mais à l'époque, c'est une compilation de tous les trucs que je voulais faire. Donc, s'il y avait un nouvel épisode des histoires incroyables, un super moment, etc., je les compilais en direct dans le pire show, et les trucs là sortiraient dans le mois. Voilà, globalement, c'était ça. Et j'avais plusieurs trucs comme en vrac, etc. C'était vraiment juste une compilation de mon humour, quoi. Des trucs débiles. Merci, vous avez un tel argent d'envoyer. Je me suis débarrassé de tous ces monstres. Et vous aviez bien fait. Alors mon petit, tu dessines ta future famille? Oui, ça c'est mon mari, et c'est Staline. Ah, quand même, ouais. Et nos deux enfants, c'est l'homme invisible et l'autre. Qui ça l'autre? Et il ne faut pas dire son nom. Pas dire son nom? C'est le bruit de l'horloge. Oh tiens mon petit, alors tu as fondé ta famille? Oui, et je vous la présente. Ah d'accord, c'est Voldemort. Eh, ça tu dis pas mon nom, ok? Est-ce que tu vas fermer ta gueule? Eh, Schtroumpf connard! Il y a Schtroumpf à croire à la branlette qui se branle sur une photo de toi. Ah, quel fils de Schtroumpf! Humour franchement global. Et on peut rigoler de tout et de rien avec lui. Vous prenez une boîte, vous mettez toutes les sortes d'humour dedans, vous les mélangez et il y a Jordan qui en ressort, quoi. Ben justement, il est un couteau suisse en termes d'humour. C'est-à-dire qu'il peut faire autant de l'humour dans la gênance, c'est-à-dire qu'il peut aller chercher le petit malaise, autant que ça peut être du burlesque. Ah, des mimiques. Beaucoup de mimiques. Beaucoup de, on va dire, dans le genre de Jim Carrey, où en fait, il a une maîtrise de tous les petits muscles de chaque joue, de ses sourcils. Et c'est naturel, en fait. C'est pas comment il fait. C'est ça qui est dingue. Et donc, ouais, plus burlesque, dans le sens d'humour à plat, un peu. Des blagues où tu te dis, bah non, c'est pas drôle. Bah oui, c'est drôle, en fait, parce que Jordan le dit. Voilà, c'est juste ça. Il y a des choses qui sortent de la bouche de Jordan, c'est drôle, mais de ma bouche, ça va pas, quoi. Si vous deviez mettre vraiment un genre, un truc en particulier, genre humour noir. C'est autant de l'absurde que de l'humour noir. Noir. L'humour très noir, assez hard, quoi. Et il faut le suivre, quoi. Faut quand même encaisser des fois. Humour très sarcastique, très noir. Enfin, pas très noir non plus trop. Mais il aime bien aller dans le sarcasme et titiller les gens, etc. et aller chercher des petits points. Cet humour vient-il d'une œuvre en particulier? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont modelé un peu son humour, mais après c'est vraiment un mélange de plein de choses. Je sais pas, je dirais peut-être les What the Cut quand il était jeune. J'aime mettre mon pénis dans les Yahoo. Est-ce que vous vous êtes déjà brossé les dents avec un flingue? C'est pas vrai, ça marche vraiment? Non mais t'es con, pas comme ça. Avec une brosse à dents accrochée sur un flingue. Cette vidéo nous vient d'une chaîne japonaise. Peut-être les films en mode Scary Movie parodique, etc. Depuis qu'il est petit, il regarde Scary Movie, donc forcément... Tu me détestes parce que je suis black. C'est votre femme, mon père. Annie a été coupée en deux là, c'est pigé. Disons que ceci est sa moitié inférieure. Vous croyez que j'arriverai à m'y faufiler? Je suis pas sûre de bien vous comprendre. Je vais être plus clair. Tom. La maîtresse dessous, Brenda, elle est morte. Oh. Je vais aller lui dire. Non. Laisse-moi faire. Sue? Oui. Tu sais ta maîtresse, mademoiselle Brenda? Oui. Elle a été tuée! Elle est morte! Ça a été horrible! Elle a une mort atroce! Morte comme ton chien! Mon chien est mort! Je viens juste de l'écraser en arrivant ici, j'étais sous mes roues, il en reste rien! Tous ceux que t'aimes autour de toi sont en train de mourir! Et donc en 2022, j'ai eu envie de recommencer à zéro. Je crée une autre chaîne qui s'appelle Nixney.
Dessus, je parlerai de Nickelodeon et Disney Channel, c'est pour ça le Nixney. Parce que c'est toujours un truc, la nostalgie qui me fait kiffer, quoi. Je pense que beaucoup de gens pourraient dire que je suis nostalgique. Je me trouve à un vrai sujet, un vrai texte, des vraies recherches. Et à l'époque, c'était un montage plutôt pas mal. En tout cas, j'avais évolué dans le montage comparé à avant. Donc ça me plaisait. Mais j'ai oublié un dernier truc super important. C'est l'algo. Je ne maîtrisais pas du tout l'algorithme. Et ben, ça sert à rien. Faire des vidéos sans maîtriser l'algo, les gars, vous allez avoir 20 vues, puis c'est tout, quoi. Non, c'est pour ça, l'algo est super important, et de nos jours, je le prends énormément en considération. Et même peut-être un peu trop. Il a un rapport aux stats et que quand il voit que les stats n'augmentent pas beaucoup, que ça végète un peu, il se dit, bon là, faut qu'on fasse des dingueries. Alors je pense que il y a eu deux phases. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre, je pense qu'il a eu deux phases. Mais après, je sais pas s'il est sorti de la première phase, mais je sais qu'il a eu une première phase où ça m'inquiétait beaucoup et qu'il regardait presque tous les jours s'il montait d'abonnés, s'il faisait des vues, etc. Ben, je peux comprendre, hein, ça doit pas être évident de se dire que tu veux faire de la vidéo de ta vie. Donc forcément, tu as envie que ça te prenne, tu as envie que tu aies plus de vues. Donc ça te demande beaucoup d'implication, donc forcément, tu as ce côté addictif où tu vas regarder les stats, tu vas regarder ton nombre de vues, tu vas regarder tes nombres d'abonnés, donc c'est normal, mais j'espère pour lui qu'il a réussi à passer un peu au-dessus de ça, et qu'il est à sa deuxième phase, on va dire, où il a pris un peu de recul et qu'il fait toujours ce qui lui plaît sans trop regarder aux statistiques. Parce que moi je suis sûr que les statistiques vont venir, donc... c'est juste une question de temps et une question de patience, quoi. C'est le jeu de YouTube. T'as beau te dire non, je fais ça pour faire kiffer et pour kiffer moi-même. À partir du moment où les chiffres rentrent en compte, c'est plus vrai. Tous les gens qui disent qu'ils font ça pour kiffer sont des mythos. Voilà. Ou alors, ce sont des gens qui uploadent des vidéos brutes comme ça, qui n'en ont rien à foutre. Et qui juste, oh, je suis allé à un concert, autant le partager, etc. Qui s'en foutent. Mais dès lors qu'il y a un peu d'investissement, qu'il y a du montage, qu'il y a tout ce que tu veux, dès ce moment-là, et qu'il y a du chiffre, t'en as pas rien à foutre. C'est impossible. Ou alors, t'es un confirmé qui n'a plus le droit, enfin qui n'a plus besoin de s'inquiéter. Je parle pas d'un Squeezie. Un confirmé qui n'a pas beaucoup d'ambition. Par exemple, un Squeezie met énormément d'argent dans ses vidéos, là où par exemple un Poisson Fécond, et d'ailleurs lui-même l'a dit dans une vidéo de Darko, ne fait pas attention aux vues, parce qu'il s'en fout. Il sait bien qu'il va manger à la fin du mois, il en a pas besoin, et il ne produit pas d'énormes vidéos. Donc, il se préoccupe pas des stats. Squeezie à côté, il s'en préoccupe énormément parce qu'il met de plus en plus d'argent. Donc il a besoin de plus en plus de vues. Et t'as beau te dire, j'y pense pas, je m'en fous, ça m'impacte pas. Quand tu vois qu'une vidéo fait 300 vues, celle d'après 900, celle d'après 2000 et celle d'après 100, ça fait extrêmement mal. Ça fait mal. J'ai une période où je passais mes journées à refresh sur YouTube Studios. Et YouTube Studios, c'est le pire truc. Non, en même temps, c'est très bien. La création est vraiment géniale, mais c'est le pire truc. Sur cette appli, tu vois tout. Voilà, c'est simple, tu vois tout. Les vues, et tu vois que ça monte pas. Les impressions, donc en gros, le nombre de personnes qui voient ta miniature, donc sur laquelle la miniature apparaît. Ça, c'est une impression. Donc après, tu as le taux de clic par impression, et tu vois que ça a 2%. Véridique. Tu vois le watch time, 60% des gens ont quitté la vidéo au bout de 30 secondes. Tu vois, c'est que des trucs qui te font mal. Le classement des 10 dernières vidéos. Si tu sors une vidéo, on te montre après 9h et 2 minutes, enfin là où en est ta dernière vidéo. Donc par exemple, là si ça fait une semaine, ils vont dire après une semaine. Si ça fait 2 minutes, ils vont dire après 2 minutes. Voilà, elle a enregistré autant de vues, donc disons 50 vues. Et elle est 9ème sur 10. Ah merde! Par rapport aux 10 dernières sorties, dont celle-là. Elle est 9ème parce qu'au bout de 9h02, toi t'as fait 50 vues, alors que la 8ème avait fait 52. La première avait fait 152, tu vois. Et
où tu te dis putain ça fonctionne pas, ou au contraire, tu commences à te projeter un petit peu trop loin alors que tu risques d'être déçu aussi. Par exemple, elle peut être première, elle peut faire 200 vues, alors que la deuxième, au bout de 9 heures, était à 40 vues, et tu te dis waouh, elle est en train de faire 5 fois plus en le même laps de temps, c'est incroyable. Et cette vidéo qui était à 40 vues au bout de 9 heures peut avoir terminé sa course à 4000, tu te dis waouh, elle a fait x10. Donc ma vidéo, là, elle va forcément faire x10. Donc c'est pas du tout x10. C'est pas du tout x10, c'est x100. On voit que t'aimes pas les maths, toi, mon petit pote. C'est x100. Pardon, je m'excuse, j'ai parlé trop vite. x100. Et donc tu te dis, waouh, la vidéo là que je viens d'upload, comme elle fait x5, ben forcément elle va faire x10, x5, donc forcément elle va être à 20 000 vues. C'est faux, elle peut s'arrêter à 400 vues, elle peut faire 203 vues puis s'arrêter, c'est tout, c'est comme ça. Et la première chose que je fais en me réveillant, c'est aller zioter YouTube Studios, c'est aller zioter le nombre d'abonnés. Waouh, ce truc là aussi, c'est pas possible. Moi je fais un truc, je sais pas si les autres le font, hein, parce que j'en parle pas trop avec les peu de créateurs de contenu avec lesquels j'échange, mais moi à chaque fois que j'ouvre YouTube Studios, je me fais mes petits paris. Moi, le nombre d'abonnés, ça me fait trop peur, ça me stresse. Je sais pas pourquoi ça me stresse. Et c'est les gens vraiment qui te suivent, en fait. C'est pour ça que je trouve que c'est le chiffre pas le plus important, parce que pour l'algo, le plus important, c'est les vues. C'est le taux de clic par impression, c'est le watch time. Tout ça, c'est plus important que le nombre d'abonnés, on s'en fout du nombre d'abonnés. Mais moi, j'accorde énormément d'importance au nombre d'abonnés. Parce que c'est vraiment les gens qui se disent « Waouh, ce truc-là vaut le coup ». Un gars peut regarder 40 fois ta vidéo et quand même ne pas s'abonner, tu vois. Alors qu'un gars qui s'abonne se dit que ton contenu vaut le coup. Donc, j'accorde énormément d'importance au nombre d'abonnés. Et avant de rentrer sur YouTube Studios, je me fais mon petit pari. Ok, hier soir, j'étais à 1020. Aujourd'hui, là, ce matin, j'aimerais bien être à 1025. Tu vois. Et des fois, tu tombes juste, tu tombes pas trop juste, etc. T'es à 1022, t'es un petit peu déçu. Tu fais, ah, j'ai quand même un petit peu pris, mais je suis en dessous de mon estimation. Ou alors tu fais 1025 et tu te dis, ouais, mais finalement c'est bien, mais bon, je m'y attendais. Tu vois, t'es toujours déçu. Tu vois, faut vraiment que tu sois à 1032 pour être content, quoi. Donc c'est ça qui est horrible. Et parfois, tu peux être à 1020 et faire, putain, qu'est-ce que je fais, quoi. Et là, l'apocalypse, mon gars. L'apocalypse, tu l'ouvres et t'es à 1019. Ça, c'est le pire truc au monde. Pourquoi? Parce que non seulement t'as perdu quelqu'un, donc là, t'es sûr de passer une mauvaise journée, mais en plus de ça, ça t'a fait reculer d'un rang. Ça t'a fait reculer d'une dizaine. Là, j'en suis encore au stade où chaque dizaine compte. Alors, tu vas me dire, chaque abonné compte, blablabla. Dans le chiffre, chaque dizaine compte ici. Squeezie, quand il perd un abonné qui passe de 19 millions 20 à 19 millions 19, il le remarque pas. Donc moi, quand je passe de 1020 à 1019, je le remarque. Et ça fait trop mal. Le 9, c'est mon pire ennemi. Je le déteste. Et le pire serait d'en plus de passer d'une centaine à l'autre. T'as 100 abonnés, tu passes à 99. Pire encore, les 1000 abonnés. Et ça, je me suis chié dessus, mon gars. Une fois que j'ai passé les 1000 abonnés, j'ai pu regarder YouTube Studios pendant plusieurs heures, plusieurs jours, parce que j'avais trop peur de ce qui pourrait arriver. Parce que, mon gars, imagine, tu passes les 1000 abonnés et t'es tout content. 999. Tu l'as plus, le 1000 abonnés. Donc, non, c'est les stats, les gars, c'est horrible. J'en ai été dépendant. Je le suis toujours, beaucoup moins, mais je le suis toujours. Et ce qui a vraiment de notable, c'est que j'ai pas passé une année super. J'étais pas super bien de janvier à mai, plus ou moins. Et quand on regarde, c'est la période où j'étais accro aux chiffres. La période où les chiffres étaient ce qui m'importait, et la période où j'étais pas trop bien. Mais j'arrête de regarder les chiffres parce que je sors plus trop de vidéos. C'est le moment où j'ai eu ma petite pause, puis en plus de ça il y a eu l'été, j'ai plus fait trop de vidéos non plus, etc. Je faisais plus attention aux chiffres. Ah, j'ai passé un bête d'été, les gars. Je suis désolé de m'être emporté. Je suis pas mal emporté sur cette petite partie là, mais c'est important. C'est important de dire les choses vraies. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, je fais pas ça pour les chiffres, etc. Je fais ça pour me faire kiffer, etc. Tu te mens toi-même.
Mais bon, je suis pas le seul à penser aux stats, hein, parce qu'en effet, il y a Diego aussi. Vu son petit quotidien, en même temps, voilà, les stats et Diego, c'est ça quoi. Ce n'est pas étonnant qu'ensemble on ait décidé de faire une émission qui parle littéralement de stats, vu qu'on parle simplement du nombre d'entrées et des dollars que chaque film récolte. Donc on parle de stats en live chaque semaine, donc c'est pas étonnant que nous deux, les deux fous de stats, on ait parlé au box-office quoi. Tous les matins, quand j'ouvre mon ordinateur, une des premières choses que je fais, c'est quand j'ouvre YouTube, je tape le monde de Joe dans ma barre de recherche. J'arrive sur la page d'accueil, je regarde d'abord le nombre de vues que sa chaîne totalise en tout. Là, on est à 250 000, plus de 250 000, ce qui est énorme, hein, c'est pas mal. Après, je vais regarder en bas ce que font les stats du collectif LVT. Je remonte, je vais sur les vidéos, je regarde les vidéos récentes, ce qu'elles font. Après, j'appuie sur la plus populaire pour voir quelle est la plus populaire. Et puis, je vais voir aussi si je vois qu'il y a une vidéo qui a fait des stats vraiment un peu excitantes. Je vais sur la vidéo et je regarde s'il y a des commentaires en plus, s'il y a vraiment un engouement qui est reflété dans les commentaires. Après, je vais voir la même chose pour les shorts, je fais la même chose pour les lives. Et je vais après, le dernier truc, c'est dans l'onglet communautaire qui est tout à droite. Et là, je regarde s'il y a des petites annonces intéressantes par rapport au futur projet. En septembre, on a été voir Talk to Me, très bon film d'horreur. Et on s'est dit bien, justement, à la Elbe, on se souvenait que souvent on parlait de box-office, justement des chiffres de Scream 6. Et on s'est dit, attends, mais pourquoi on ferait pas une émission sur le box-office tous les jeudis? Parlons box-office! Bienvenue sur la chaîne de Parlons box-office. Alors nous, on est deux passionnés de cinéma et tous les jeudis à 20h30, qu'est-ce qu'on fait? On parle de box-office. Mais on va analyser le box-office américain, combien rapporte chaque film, hein, au top 10, au top 15, on voit même, hein, ouais. Et évidemment, le nombre d'entrées qu'il y a en France. Ouais, c'est gaulerie quoi, voilà, on est là pour rigoler. Tout à fait, pour rigoler et s'informer en même temps. Et dans la bonne humeur, la joie et également la passion du cinéma. Et on a plus time. Ouais, donc c'est mon grand retour du mode sérieux, on va dire, en 2023. Je n'avais plus aucune excuse en fait. Pour des années, j'avais acheté un micro, le micro Rode. Un ami Femi m'avait offert des softbox, des lumières. Je me suis acheté un ordinateur qui pouvait me permettre de stream et en plus de ça de faire du montage sans cracher. Et on va dire qu'il y a l'élément déclencheur qui est le téléphone avec lequel je suis en train de filmer. Je peux aller jusqu'en 4K. Et voilà, c'est le téléphone que mes amis m'ont offert. Ils ont toujours été très investis derrière moi. Et ça me fait extrêmement plaisir. C'est extrêmement cool. Il y avait aussi le fait que j'avais plus de temps étant donné que là elle m'a dit c'est ciao. Il y avait aussi une petite part de moi qui se sentait redevable. C'est un peu bizarre à dire, mais en fait on va dire que étant donné qu'ils ont misé sur moi, ils m'ont fait confiance en m'offrant ce téléphone pour que je puisse faire plus de choses, on va dire. Je me sentais redevable, je me sentais entre guillemets obligé de faire du contenu en fait. Genre, ils m'offrent un téléphone pour que je puisse en faire et tout, et finalement moi je fais rien. Non, c'est pas comme ça, je peux pas. Enfin, je dis pas que ça a été le seul élément, le fait qu'il m'ait offert ce téléphone, mais ça a penché dans le truc. C'est comme au moment où Femi m'a offert la softbox. C'est le moment où j'ai lancé Nixnay, j'ai commencé à faire quelques petites vidéos parce que je me sentais redevable. La motivation peut-être pour les autres. Même chose pour la confection du bureau en fait. J'en avais envie, vraiment. Je me suis mis sur ce projet avec le best pour cette tâche, Liam. Et il était réellement investi et ça m'a fait grave plaisir parce que franchement le mec était à fond, etc. En plus moi, c'est moi. Et en fait, en y repensant, je me demande s'il était pas un peu plus investi que moi. J'étais aussi très à fond, hein. Mais je voyais plus à fond que moi. Je dis la vérité. Mais on a quand même passé de très bons moments, quoi. Vu que Jordan bichonne toujours ses scénarios, et comparé à ça, son décor était toujours un peu plus décalé, on va dire, niveau travail. J'ai toujours voulu l'aider là-dessus. Et du coup, je n'ai pas fait les choses à sa place. Mais par contre, on a regardé ensemble pour faire le mieux possible, que ce soit au niveau finition du décor ou pour refaire son bureau. Et je dirais qu'en un mois et demi,
on a pu refaire ça proprement et c'était une chouette expérience à faire avec lui. De nature, il est assez sociable, même si c'était pas forcément le cas à l'époque. Très tôt quand même dans son adolescence, il a été fort sociable et il aimait bien s'entourer de gens pour rigoler, pour passer du bon temps. C'était pas quelqu'un qui cherchait les problèmes, bien au contraire. Il était souvent là pour les désamorcer. Qui doit être directif et qui doit sûrement être leader dans un travail de groupe. Eh ben, Jordan est quelqu'un qui est facilement en groupe avec des gens, etc. Il sait bien communiquer, etc. Donc son rapport au groupe, il est assez bon. Il peut rester casanier dans sa chambre pendant des jours, je pense, à rester sur ses vidéos et à être dans son petit monde, le monde de Jordan. Et puis je pense qu'il a aussi besoin de tous ses amis qu'il connaît depuis des années et qu'il adore être avec eux et partager plein de moments avec eux. Il adore être en famille aussi. C'est quelqu'un qui aime bien se retrouver avec lui-même, oui. Mais c'est quelqu'un qui aime bien être présent de ses amis, donc il aime bien être en groupe aussi, quoi. Je pense que Jordan est quelqu'un qui aime bien inviter plusieurs amis pour qu'on se retrouve tous ensemble, c'est le genre de soirée qu'il aime bien. Je pense qu'il aime réunir, c'est une qualité, c'est la preuve qu'il a un grand cœur et qu'il aime partager. Il a créé un serveur, c'est lui qui a eu l'idée de rassembler des youtubeurs avec peu d'abonnés pour s'entraider, pour se faire monter ensemble dans le YouTube game. Diego le dit très bien, je n'aime pas me développer tout seul. Enfin, j'aime pas simplement travailler dans mon coin, quoi. C'est pour ça que peu de temps après avoir repris YouTube, j'ai commencé à vouloir faire le projet Outcast, comme je l'appelais, qui s'appelle maintenant Elevation. C'est pour ça qu'il y a le LVT, c'est pour Elevation. Je voulais créer un serveur sur Discord, enfin, je voulais créer un lien avec d'autres personnes qui pourraient comprendre ce que je fais. J'avais besoin d'avoir mes potes, etc. dans la vie, la famille, etc. Mais j'avais besoin de personnes un petit peu plus collègues, entre guillemets, même si je recherchais une relation amicale. Plus des collègues qui comprendraient de quoi je parle, et comprendraient ses problèmes de stats, avec qui on pourrait parler, se donner des conseils sur l'algo, etc. pour parler plus en profondeur. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à chercher plein de petits youtubeurs qui n'avaient pas masse de vues et qui en mériteraient. Donc j'ai fait ce serveur, on est pas mal dessus, je sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas il existe. Mais c'est surtout grâce à ça que j'ai rencontré Antox. Ouais, il est potox, c'est Antox. Antox m'a frappé aux yeux parce qu'il fait du contenu assez spécial. Il fait du contenu télé-réalité. Déjà ça, je trouve que les youtubeurs sont très rares à en faire. Mais surtout, il le fait quotidiennement. C'est-à-dire que j'ai déjà vu du contenu télé-réalité en mode sur Koh-Lanta, c'est hebdomadaire, etc. D'accord ? Mais lui il fait sur des télé-réalités, genre les 50, etc. Et il le faisait quotidiennement sur chaque épisode. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui fait une vidéo de 20 minutes sur chaque épisode des 50. Et donc, ce qui fait que je suis allé voir sa chaîne parce que j'étais très curieux. Et là, j'ai découvert que le gars, en plus de ça, il faisait des critiques sur Marvel, il faisait des critiques sur Saw, il faisait des critiques sur les séries Star Wars, sur The Walking Dead. Je me suis dit, ok, le mec là, on va s'entendre en fait. Donc je l'ai contacté, c'est le premier que j'ai contacté en plus, c'est ça qui est trop beau dans cette histoire, c'est que c'est le premier que j'ai contacté et le mec était hyper investi, il était hyper à fond et 1 an plus tard on est toujours là à réécrire Star Wars. L'accomplissement s'enchaîne, j'ai passé le cap symbolique des 1000 abonnés, j'ai débloqué la monétisation, là, je suis à 1200 abonnés, c'est très bien, je suis très content et merci, mais c'est pas que c'est pas assez parce que ça fait ingrat de dire ça, c'est pas assez. Mais c'est pas assez pour gagner sa vie en tout cas. Est-ce que je fais bien de continuer? Est-ce que je devrais m'arrêter? Est-ce que ce serait pas le bon moment de s'arrêter? Au bout de 10 ans, avec ce documentaire qui serait mon climax au final. Est-ce que le bilan de cette 10e année, de cette première vraie année est positive? Mais il ne faut pas arrêter, certainement pas. Parce que moi je trouve qu'il gagne des followers, il gagne des likes. J'ai assisté pour une fois à ses lives, il n'y a pas longtemps où je vois qu'il y a même de l'interaction. Et donc moi je pense qu'il doit continuer, persister, parce qu'on ne se fait pas en un jour. Et je pense qu'il a un potentiel et donc il ne doit surtout pas arrêter. Je pense qu'il a clairement bien fait d'avoir repris les vidéos, car en plus ses vues sont montées. Je pense que c'est la preuve qu'il s'est donné à fond et qu'il ait pu montrer aux gens ce qu'il avait envie de montrer. Je pense qu'il devrait s'arrêter là. Alors je rigole évidemment. Après, en même temps, en fait, c'est trouver le beau concept.
il y a un concept qui veut te propulser et à ramener plein de gens. Et ça, en fait, il est continuellement en train de rechercher des projets, en train de trouver des stratégies pour trouver un nouveau public et pour satisfaire déjà les gens qui sont abonnés, pour qu'ils restent abonnés. Et au final, quand tu vois les 10 ans, il s'est pas beaucoup passé les premières années. Non, je pense que le fait qu'il ait une chaîne YouTube est tout à fait dans la suite de ses idées, parce qu'il est très extraverti et il adore montrer ce qu'il sait faire, etc. Que c'était une bonne idée, qu'il avait le bagou nécessaire et que c'était vraiment bien dans son objectif de faire des vidéos, etc. Quoi qu'il arrive, tant que tu kiffes ce que tu fais et que tu es en mode c'est vraiment ça que je veux faire, genre tu sais dans quelle direction tu veux aller, etc. Tant que c'est que du kiff et que tu as la bonne mentalité pour le faire, continue jusqu'au bout, en essayant toujours de s'améliorer, parce qu'on n'a jamais atteint la perfection, du coup juste apprendre plein de choses et go for it, genre. Ça part d'une relation amicale et on voit qu'on a les mêmes passions. On s'est retrouvés au même endroit dans une école de cinéma à Bruxelles. Et on a très vite vu que à l'amitié ça allait, donc pourquoi pas tester les trucs professionnellement. Et on a vu aussi que professionnellement ça marchait très bien. Donc on a déjà fait beaucoup de projets ensemble et ça va que continuer. Ça va être compliqué de décrire 16 ans de relation, mais enfin de l'amitié. Beaucoup d'amitié, beaucoup d'amusement, beaucoup de rire, beaucoup de moments, voilà, c'est extrêmement de la déconnade, c'est même quasiment que ça. Même si évidemment il n'y a pas que ça, on a passé des très chouettes moments. Au début je pensais qu'il était fou, tout simplement. J'ai un gros, c'est un taré. Qui gueulait dans une cour, qui gueulait après Liam. J'avais l'impression qu'il était complètement fou, il me faisait un peu peur. Mais après, quand j'ai appris à le connaître, j'ai directement kiffé. Au fur et à mesure du temps et des liens, on a tout de suite compris qu'on allait être des amis pour la vie, quoi. Enfin, moi je l'espère en tout cas. J'espère que c'est pareil de ton côté. Bon, enfin, ça, je ne sais pas, c'est mystère et boule de gomme. Je dirais que notre relation, elle est explosive, mais pas dans le côté énervement, mais plus dans le côté explosion de fou rire. Parfois, on se lance un regard, on éclate de rire comme pas possible. Je comprends mal un mot, il me regarde, on explose de rire. Et d'ailleurs, je repense à certains moments qui sont encore gravés dans ma tête et qui seront toujours là pour moi comme souvenir fondamental avec Jordan. Je dirais qu'il y a des périodes où on est super besties, et des périodes où on se connaît et on se fait des petits signes de loin, quoi. On est un peu comme des ex toxiques. C'est étrange, mais c'est chouette. Du coup, en même temps. Pourquoi chouette? Mais c'est chouette parce que du coup, maintenant tu sais aussi, je sais pas, ça va dans notre confession, quoi. C'est très cool. Parler de mon pote comme ça, c'est toujours super. Surtout quand je peux le mettre sur un piédestal comme ça, dire à quel point il est génial, à quel point il est merveilleux, à quel point il a été énormément de choses pour moi, à quel point il est beau, fort, puissant. Ouais, c'est toujours quelque chose de très très agréable à faire. Voilà, ça je l'ai fait pour toi, le petit gamin de 12 ans qui a débuté sa chaîne par pure jalousie. 10 ans plus tard, tu parles peut-être toujours des mêmes sujets. T'es toujours autant jaloux, t'as toujours honte avec ton travail, t'es aussi créatif, t'es le clown de service, t'es la grosse tate maintenant. Mais ce que tu estimais comme l'un des plus grands achèvements de ta vie, avoir 1000 abonnés, ça c'est fait. Et moi je te propose qu'on se donne rendez-vous dans 10 ans pour le million.
I want to live that way forever. I want to live that way forever. I want to live that way forever. Et on se retrouve dans une autre. Analyse.